Bonjour et bienvenue à la table de la quotidienne numéro 25 en partenariat avec Sabre et Avis. Aujourd'hui, nous sommes encore chez Flotte, même si nous sommes à fond de cale, avec un plat unique au menu de la quotidienne, le monde merveilleux des croisières. 574 000 Français ont choisi ce mode de séjour ou de vacances, on va en parler plus tard. Et avec nos invités, nous allons évoquer ce qui, derrière le terme générique de croisière, se cache comme disparité de produits, de destinations, de clients. Et puis, on évoquera les chiffres liés au marché de la croisière et les axes de progression que nous avons encore à effectuer sur le marché français. Pour évoquer ce sujet très excitant, j'ai la chance d'accueillir autour de cette table un panel très représentatif de la croisière, à commencer par Patrick Pourbet, directeur général France et Belux MSC Croisière. Bienvenue. Merci Muriel. Hervé Belaïch. Hervé, tu es directeur général adjoint de Ponant. Merci d'être avec nous. Je sais que tu viens de Marseille. Merci Muriel. Nicolas Charpe, qui vient d'un peu moins loin. Tu es donc créateur et directeur général de l'agence LMS Croisière. Oui, c'est ça. Bienvenue. Merci Muriel. Et Cédric Rivoire-Perrochat, directeur général de l'association CLIA France. Ouais, bonjour. Bonjour. Et Cédric, nous allons commencer avec toi. J'aimerais que tu nous dresses un peu le portrait du marché français pour la croisière. C'est beaucoup plus large que le marché français, je dirais, puisque c'est une industrie mondiale qui est en pleine évolution, voire même en pleine révolution aujourd'hui. En 2016, l'industrie de la croisière a accueilli justement sur le plan maritime 24,7 millions de passagers dans le monde, 6,7 juste pour le continent européen. Et la France est située au niveau du 4e marché source européen avec 574 000 passagers maritimes l'année dernière sur l'ensemble des destinations des compagnies membres de CLIA. D'accord, donc maritime, ça veut dire que ça exclut ça exclut absolument, où les chiffres là, du marché fluvial sont autour de 160 000 passagers annuels français qui partent en croisière fluviale, pas seulement sur les fleuves européens, mais également internationaux, puisqu'on trouve aujourd'hui des croisières fluviales également de partout. Ok. Alors j'ai lu, parce que je me suis un peu renseignée quand même pour faire cette émission, que le marché de la croisière avait quand même boomé, si je peux m'exprimer ainsi, en France. La France étant passée de la 5e à la 4e place, c'est ça, sur le marché européen ? Depuis 3 ans, effectivement, la France a supplanté l'Espagne en passant de la 5e à la 4e position. On reste néanmoins un petit marché encore, avec une marge de progression qui est tout à fait extraordinaire, puisque le taux de pénétration de la croisière en France, c'est 0,9% de la population. Oui, ça semble totalement ridicule. Donc on est encore petit si on se compare par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre, où l'Allemagne a dépassé l'année dernière les 2 millions de passagers, et l'Angleterre qui les frôle, puisqu'ils sont les deux pays de tête sont vraiment très proches, et le 3e pays qui est l'Italie avec 780 000 passagers maritimes également est encore devant nous. Alors Patrick, toi qui t'es en Belgique, Luxembourg et France, mais tu sièges aussi avec des instances plus européennes au niveau de MSC Croisière. Comment tu expliques le peu de taux de pénétration de la France justement sur ce marché des croisières? Alors, d'abord peut-être pour te donner une idée complète de mes fonctions, c'est que j'ai aussi le plaisir d'être le président de l'association CLIA, que Cédric dirige en France. J'ai le plaisir de présider l'association pour la Belgique et le Luxembourg. Donc on a aussi une vision. Je peux déjà dire une première chose, c'est que la Belgique, c'est le même combat que la France, j'ai envie de dire. On est avec un taux de pénétration similaire et avec la même ambition de développer ce marché de la croisière de façon très, très forte. Aujourd'hui, en effet, pourquoi la croisière n'est pas plus loin en France, alors qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne, près de 2 millions. Donc si on fait un rapide calcul, proportionnellement, on devrait être pas loin du triple. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, les raisons principales, je dirais, une des premières raisons, d'abord, c'est que la première compétition de la croisière et de toute organisation touristique en France, c'est la France. Forcément. 75% des Français partent en France en vacances. Donc, déjà, ça, c'est un premier point.
Ensuite, une explication historique aussi, c'est le fait que sur ces autres grands marchés, il existe des compagnies nationales qui sont là depuis des années, qui ont tout un historique du développement de la croisière, depuis la croisière à l'ancienne, on peut y revenir pour la définir, puis la révolution de la croisière dans les années 70-80 qui s'est faite aux États-Unis, qui s'est exportée en Europe. C'est la croisière S'amuse. C'est la croisière S'amuse, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Exactement. En fait, la révolution de la croisière aux États-Unis, c'était l'expression de l'amusement à bord du navire. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas le bateau uniquement pour aller d'un point A à un point B, de visiter, parce que ça, en effet, on l'avait bien assimilé à l'époque. Mais c'était de dire, on va vous présenter autre chose, c'est que sur le bateau, vous allez autant vous amuser qu'en escale. Et ça, c'était nouveau à l'époque. Et c'est ce qui a fait la révolution de la croisière, d'où le nom du numéro 1 mondial qui s'appelle Carnival. À l'époque, Carnival, c'était un nom qui pour nous, Européens, on était complètement subjugués par ce nom, on ne comprenait pas. Et en fait, aux États-Unis, en effet, Carnival, c'était tout à fait l'expression de dire à bord, on va vraiment s'éclater, s'amuser. Hein, et c'est ce qui a fait le début de la croisière moderne. Et puis ce modèle-là s'est exporté en Europe. Et pour revenir à la question, c'est vrai que les compagnies américaines, à l'époque, ont racheté des compagnies européennes anciennes. Carnival avait d'ailleurs aussi racheté une compagnie française, qui était d'ailleurs la seule compagnie française à l'époque, qui était Croisière Paquet. Oui, mais qu'ils ont tout de suite, dont ils ont cessé les activités immédiatement parce qu'elles reflétaient encore trop la croisière à l'ancienne. Donc ils l'ont racheté pour la mettre en veilleuse, j'ai envie de dire, ou même l'éteindre, parce que finalement elle n'est jamais revenue sur le marché. Et puis pour développer cette nouvelle façon de partir en croisière, avec un mélange de... On part en croisière pour les destinations, pour les escales, mais aussi pour tout le plaisir du bateau qui s'est développé. Alors avec tous les nouveaux bateaux, les bateaux sont devenus de plus en plus grands, donc de plus en plus d'activités à bord, et donc de plus en plus de raisons de rester à bord du navire. D'accord. En parlant de pavillon français, je crois que donc Ponant est la seule compagnie française, finalement, Cocorico. On se revendique une partie de l'héritage de Paquet, d'ailleurs, qui effectivement, on a repris beaucoup des effectifs de cette compagnie et une partie de l'ADN de l'entreprise. Ponant a été créé il y a 30 ans par des marins, ça aussi c'est assez atypique dans le secteur, des gens des commandants, qui se sont dit on ne veut pas laisser la marine française péricliter. Et donc on a envie de créer notre projet. Et notre projet, c'est de créer des petits bateaux et de les emmener là où les autres bateaux ne vont pas. Le premier slogan de l'entreprise, c'était là où les autres ne vont pas. Et donc depuis 30 ans, là on va fêter en 2018 les 30 ans de la création de l'entreprise. On essaye de faire vivre cette compagnie française, ce drapeau français, et quelque part le savoir-faire à la française et aller là où les autres ne vont pas. Petite question pour Nicolas, pourquoi l'industrie, les croisières fluviales ne font pas partie d'organisations comme CLIA? Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi donner partie des chiffres, hein, c'est ça? Non, mais c'est intéressant, parce que c'est quand même 160 000 Français, c'est pas rien, enfin je veux dire... C'est combien, on sait dire ou pas? Le fluvial, mais on n'a pas. L'Amérique, c'est de loin devant tout le monde. Je crois que c'est autour de 300 000 dans ces zones-là. Mais on doit être mondialement. L'Amérique. Mais nous, on est devant. Les Français sont devant les Britanniques. Que j'ai des chiffres quand même d'Angleterre. Qui sont à 150 000. D'accord. Nous, on est à 160 000. Parce que les Britanniques ne veulent pas rester chez eux, donc... mais même ils pourraient aller... Mais c'est l'inverse, le maritime, ou le deep ocean cruising. On est devant en fluvial en France que les Britanniques, qui est quand même assez curieux. D'accord. Mais on fait partie de CLIA. Vous faites partie de CLIA, d'accord. Oui, on a plusieurs compagnies fluviales, qu'elles soient internationales ou même françaises, parce que le second challenger mondial est une compagnie alsacienne, je vous rappelle. Oui. Qui a un pavillon français. Qui est un pavillon français sur certains de leurs navires, absolument. C'est la première compagnie fluviale européenne, c'est Croisière Europe. D'accord, Croisière Europe, absolument. Et effectivement, le marché fluvial dans sa globalité doit dépasser légèrement le million de passagers sur l'ensemble des destinations mondiales. D'accord. Alors, ce qui m'a intéressé dans mes recherches, c'est de voir combien, finalement, quel que soit le type de compagnie, grand public, de niche, luxe,
T'as pas le droit de boire du vin, Hervé. Je suis désolée, mais t'es privé. C'est moi qui avais dit que je ne buvais pas de vin. Et moi, je pense que c'est du rouge. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir combien l'événementiel, finalement, faisait partie de l'ADN de chacun. Bon, Ponant, les explorateurs et bien sûr les intervenants très intellectuels, finalement. Chez vous, on est plus dans la détente, le grand public. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une notion négative de ça. Le Cirque du Soleil, enfin, qui est magnifique. Donc, pourquoi? Et alors, chez vous aussi, il y a ça sur certaines de tes croisières Danube, les croisières thématiques. Sur les fleuves devient très important. Très important. Alors, qu'est-ce qui a justement drainé cette tendance, ou tiré cette tendance? D'abord, peut-être pour revenir sur un premier point, parce que c'est vrai qu'on y va sur des œufs, mass market, pas mass market. Oui, alors allez, on y va, franchement, on y va. Allons-y, posons-nous clairement la question. Posons-nous. Voilà, exactement. D'ailleurs, mass market n'est pas du tout un vilain mot, c'est simplement l'approche d'un public de masse et d'offrir la croisière. Et c'est une bataille, je vais dire, que nous avons aussi entrepris chez Messé Croisières, comme d'autres. Les compagnies américaines ont montré l'exemple, bien évidemment, mais nous aussi en Europe, c'est une bataille qui était une très belle bataille, c'est-à-dire d'offrir le produit croisière, la croisière moderne, au plus grand nombre. Et donc, en effet, c'est quelque chose de très important et on est très fiers d'avoir contribué à cette approche mass market et de faire découvrir la croisière. Parce que ça passe par là aussi, le développement de la croisière, bien évidemment, c'est le plus grand nombre doit pouvoir avoir accès à la croisière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands paquebots offrent cette faculté de réduire les coûts et donc d'offrir le produit à un plus grand nombre. Ça, c'est une première approche. Alors, en ce qui concerne MSC, c'est un petit peu différent parce que nous, on est déjà un step plus loin, on va dire un pas plus loin. Parce que le mass market, c'est évidemment une première phase de développement en ce qui nous concerne. Et nous, je dirais, fin 2015, on est arrivé à maturité. Parce que nous sommes une jeune compagnie. Aujourd'hui, dans les grandes compagnies, on est le 4e acteur mondial, derrière les 3 grands américains, Carnival, Royal et Norwegian. Donc nous sommes le 4e, mais un peu atypique, parce que d'abord, nous, on est purement européens. Oui. Donc je le disais tout à l'heure, les compagnies américaines ont réinventé la croisière, puis ont exporté le modèle partout dans le monde et en Europe également. Et puis, aujourd'hui, nous, on arrive avec un peu une alternative, entre guillemets. Bien sûr qu'on prend tout ce qui a été apporté par les Américains, mais on le revisite à la sauce européenne, j'ai envie de dire. Et ça, c'est la vocation des Messé. Alors, c'est pour ça qu'on est un peu atypique pour cette approche-là, parce qu'on est purement européen. Donc et parce qu'on est une entreprise privée aussi. Aujourd'hui, les 3 premiers sont des modèles très similaires. Ce sont des multinationales de base américaine, mais cotées en bourse, tous les 3. Et qui suivent la logique de la cotation boursière, ce qui aujourd'hui limite un petit peu le champ d'action. En ce qui nous concerne, on reste une entreprise complètement privée. J'entendais, tu le disais Hervé, c'est la même chose pour nous en fait, même sur les grands paquebots. On a un ADN qui est très lié à l'histoire de notre armateur, qui est toujours le propriétaire de la compagnie. C'est un marin. C'est vrai. C'est un marin, ça fait 300 ans. Donc ce sont des familles de marins, de génération en génération. C'est un marin qui a développé son business d'abord dans le fret. Tout le monde connaît les containers MSC, c'est le 2e acteur mondial aujourd'hui. Et puis, il s'est laissé tenter par la croisière parce que, de nouveau, c'est un marin et qu'un marin, il est capable de transporter du fret et il est aussi capable de faire de la croisière. Et c'est très important, et tu le notais aussi, parce que c'est très important dans l'approche. Ce ne sont pas des gens du tourisme qui affrètent des bateaux. C'est l'inverse, ce sont des marins qui décident de faire de la croisière. Et la démarche, et on le sent dans le produit, ça permet... dans la construction des navires. Et dans la construction des navires et dans l'approche du produit. Exactement. Le patron d'MSC a senti quelque chose, et je ne sais pas s'il a fait des business plans sur... D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit possible de faire des business plans sur autant de passagers à 15 ans d'horizon. Mais il a senti la chose, il devait investir. Il a senti en effet le moment intéressant venu, après ce développement de la croisière guidée par les Américains, d'arriver à donner une autre dimension à la croisière mass market. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette approche européenne, c'est un produit quand même différent malgré tout. Et puis dans la quête même de Messé Croisières, c'est que quand on a un produit, et c'est arrivé déjà aux États-Unis, quand un produit mass market est arrivé à maturité, le marché américain il est à maturité, il y a 13 millions d'Américains qui voyagent chaque année. Ils ont évidemment une segmentation de produits qui s'est mise en place. Ça, c'était la 2e étape. Et donc, ils ont instauré, il y a des compagnies premium, ce que les Américains appellent le premium. Je pense à Celebrity Cruise, Holland America Lane, il y a quelques compagnies qui ne sont pas des compagnies de luxe, on n'est pas dans le même univers que celui d'Hervé, mais on est sur du mass market premium.
D'accord, avec des différenciations dans les bateaux, si alors, j'ai bien compris. Alors, le produit est positionné différemment. Et donc, on voit ça aussi dans l'hôtellerie ou même dans les clubs qui ont aussi installé des catégories un peu différentes. Et en ce qui nous concerne, c'est notre quête aujourd'hui. Donc ça, aujourd'hui, c'était pas totalement identifiable au début dans la montée en puissance du produit, mais maintenant qu'on est à maturité depuis 2015, on continue notre quête qui était dans nos têtes depuis le début, et c'est de construire un produit premium. Alors, pour complexifier encore la chose, c'est qu'à bord de nos paquebots, on a le bateau qui tire vers le premium, ce qu'on est en train de mettre en place. Mais en plus, on a créé un concept un peu particulier sur nos 5 derniers bateaux et sur tous ceux qui vont sortir maintenant, dorénavant. C'est le concept Yacht Club. Alors voilà, ça, c'est très particulier parce que c'est un bateau dans le bateau. C'est vraiment un bateau dans le bateau. C'est-à-dire qu'on peut vivre en autarcie dans son univers Yacht Club à bord du navire. Bateau de 3500, 4000 passagers. Pour un tout petit nombre de passagers, 140, 180 sur les derniers paquebots. Donc c'est tout petit comme approche, mais c'est avec un bateau dans le bateau, avec ses ponts, son restaurant, et ça c'est quand même encore un concept différent. Et l'accès aux excursions, ou aux aventures, ou aux découvertes culturelles différenciées oui. Ah oui, je dis bateau dans le bateau, donc c'est même tout le service, avec conciergerie, excursion sur mesure, embarquement différent. D'accord. Spectacle différent. Spectacle pas différent, et ça c'est toute la richesse du concept. C'est qu'au Yacht Club, on est dans un petit univers feutré, c'est clair. Mais quand on sort de son Yacht Club, on profite évidemment de tous les avantages du grand navire. Le Cirque du Soleil sur le Meraviglia, un spectacle évidemment. Quand on va à la discothèque, il y a du monde à la discothèque. Ça, évidemment, c'est le mariage des deux mondes, j'ai envie de dire. Et ça, c'est la force aujourd'hui d'un Yacht Club qui est un produit qui monte en puissance énormément et particulièrement en France. Ça va bien. Ah oui. Et Hervé, ça chasse sur tes terres? Ah complètement, oui. Oui. Il me semble, oui. Pour moi, pas trop pour moi, parce que vous êtes plus dans la destination. Alors vous avez en plus la destination qui est plus exclusive que les nôtres, avec le côté aventure et tout qu'on n'a pas nous. Oui. Donc pour moi, c'est quand même un peu différent. C'est un autre type d'expérience ce qu'on propose. Donc c'est effectivement très ancré sur la destination. C'est des bateaux d'encore plus de petite taille en fait que ce qui peut être un yacht club. Parce qu'on est quoi, maxi 260 passagers? Non, maxi, non, parce que ça c'est la capacité maxi. Donc en fait, enfin, j'ai lu dans les études que les croisières c'est 100% de taux de remplissage versus les hôtels un bateau, club qui est 60%. Non, c'est 200 personnes. C'est 200 personnes au maximum. On a des bateaux qui font 45 à 50 personnes. Et des bateaux qui font 150 et d'autres qui font 200. Donc globalement, et donc pour répondre à ta question, l'expérience n'est pas forcément la même, et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais je pense que ça s'adresse, pour répondre à ta question, à la même frange de clientèle. Voilà, bon après, dans le marché, il y a nécessairement la concurrence qui est saine. Voilà. Cédric trépigne. Non, je ne trépigne pas, mais c'est là ce qui est intéressant et qui explique aussi pourquoi le marché de la croisière s'est autant développé ces dernières années. C'est qu'il y a 25 ans en arrière, la segmentation du marché de la croisière était beaucoup moins claire qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'offres et beaucoup moins de diversité de produits. Or, aujourd'hui, on a cette diversité de produits. On parlait des croisières premium, mais il y a 25 ans en arrière, le marché niche de la croisière, tel que les expéditions Ponant ou même dans le fluvial, était presque inexistant. On avait plutôt des produits qui étaient égalitaires sur une même base. Et effectivement, aujourd'hui, on a une telle diversité de produits pour une telle diversité de clientèle à la recherche d'expériences de vacances qui sont propres à chacun. Quelqu'un qui part chez Ponant va rechercher l'exclusivité de l'itinéraire, de la destination, de la petitesse, entre guillemets, de l'environnement. Le fluvial, le passager va rechercher justement l'accostage au cœur et au centre même des villes. Les grands navires de type Club Resort, dont fait partie MSC, Costa ou Carnival, par exemple, sont des produits qui vont attirer énormément les familles parce qu'ils ont des infrastructures qui sont dédiées pour tous les âges et pas seulement pour les familles, les solos, les singles, etc. Donc il y a vraiment une diversité dans l'industrie de la croisière qui s'est développée, qui a permis aussi à l'industrie de se développer. Pas l'oublier. C'est un marché d'offres. Et c'est un marché d'offres. D'accord. C'est un marché d'offres. Oui, avec 0,9% de taux de pénétration, de toute façon, ça ne peut être qu'un marché d'offres. Exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous savez, vous avez un principe économique de base qui est que la demande génère l'offre.
Or, dans l'industrie de la croisière, c'est l'offre qui a toujours généré la demande et qui se vérifie encore aujourd'hui, qui va se vérifier dans les 10 ans qui viennent aujourd'hui, parce qu'on a le carnet de commandes dans les chantiers navals le plus important qu'on n'ait jamais vu. Hein. Juste pour le maritime, ce sont 90 navires qui vont être livrés. C'est du jamais vu. Des chantiers navals. C'est magnifique. Ça va créer une émulation, je pense. Ça va créer une émulation parce que 0,9%, quand d'autres pays, Cédric le disait tout à l'heure, sont à 3 ou 4, c'est quand même on a 3 fois à 4 fois un potentiel de développement en France. Donc aujourd'hui, c'est encore un produit méconnu, niche, où il y a un peu de concurrence, bien sûr, mais où la vraie concurrence, c'est pas forcément entre les acteurs, mais c'est plus avec les 99%. Et les agents de voyage, ils doivent se dire, ce client-là, je sens que c'est un client qui peut être un croisiériste. Je vais lui proposer et je vais faire l'effort. Et comme l'offre génère la demande, nous, notre travail à la CLIA et puis les différents opérateurs, ça va être d'aider encore mieux les agents de voyage à sentir comment l'offre peut générer la demande. Alors, je voudrais demander juste une chose à Nicolas, bon appétit. Merci. Avant de passer aux agents de voyage, parce que je crois que là, il y a un vrai boulot de la CLIA sur ce sujet. Comme sur d'autres sujets. De tout le monde. Tiré par la CLIA. Mais je trouve ça intéressant. Juste un tout petit point. Est-ce que la clientèle des croisières fluviales est similaire à la clientèle de la croisière maritime? Pas vraiment, non. Alors, mais ça, c'est depuis... Quel est le profil? Depuis les 25 ans, 30 ans, je suis dedans, le parti fluvial. Non, mais avec un break avec le maritime, c'est vrai. Le moyen âge a baissé. C'est autour de 55 ans maintenant. Mais ça, c'est vrai que je crois que c'est un peu partout. Sur le maritime, c'était vraiment... plus jeune. Et il y a... On est à 42 ans. Ouais, 42 ans chez vous. c'est plus âgé. On est à 49. D'accord. 55. Oui, mais ça, c'est avant, quand j'ai démarré, c'était vraiment, on était dans le 4e âge. Hein. D'accord. C'était vraiment ça. Et ça a beaucoup changé. Bon, c'est vrai que les gens sont plus actifs maintenant, on sait tout ça. Mais juste, je reviens sur un point là par rapport aux constructions des bateaux maritimes. On sait que c'est jamais vu. C'est le même phénomène dans le fluvial. D'accord. Viking, qui est le numéro 1 mondial, je pense, c'est ça. Viking a commandé encore 4 longships, c'est les gros bateaux qui mettent sur le Danube et le Rhin. Lufne, la compagnie que je représente en France, il commande 2 autres, un par an. Mais c'est vrai. Au sujet que tu as évoqué, l'agent de voyage, donc qui est au cœur de beaucoup de réunions dans vos entreprises, j'imagine, et au cœur de la promotion de la CLIA France, notamment avec 2 événements. Alors, J'aime la croisière, c'est ça, 2 fois par an. Tout à fait. Et j'aimerais aussi qu'on parle ensemble, je crois que vous y étiez, du village croisière sur IFTM Top Reza. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, au fond, d'être identifiés tous ensemble autour d'une place de village, mettant en avant vos différences? Qui veut commencer? D'abord une première réflexion, parce que c'était un coup de cœur, je veux dire. C'est que quand on voit aujourd'hui la taille de notre stand des croisiéristes, il n'est plus très loin d'être... il est similaire, enfin, quasiment à la taille du stand des tours opérateurs. Et ça, pour moi, c'est tout un symbole, parce qu'aux États-Unis, ça fait belle lurette que les plus grands tours opérateurs, ce sont les compagnies de croisière. Et en Europe, et dans le monde du tourisme en Europe, on est encore sur nos stéréotypes, enfin le monde des grands tours opérateurs et ce modèle-là qui est un modèle en perpétuel changement. Et je pense que de plus en plus, en effet, on va continuer à représenter une part de plus en plus importante du tour operating, puisque bon nombre d'entre nous, nous sommes des compagnies de croisière, mais nous sommes aussi des tour opérateurs. C'est-à-dire que nous organisons, nous affrétons des avions, nous organisons le voyage de la maison à la maison, j'ai envie de dire, avec les transferts, avec tout l'acheminement. Et donc, par exemple, en ce qui nous concerne, nous sommes aujourd'hui le 2e partenaire tour opérateur d'Air France. Donc, et ça, peu de gens imaginent, on nous voit encore comme une compagnie de croisière, et puis on va parler de l'acheminement. Non, pas du tout.
on gère la totalité du voyage et on prend le risque, puisque la loi nous impose évidemment d'être responsable sur l'entièreté du voyage. Donc on assume complètement d'être tour opérateur et nous sommes membres du CETO, donc de l'organisation des tour opérateurs. Ça c'est important, c'est qu'effectivement un client, il considère la croisière comme... Ça a beaucoup évolué, je pense, en 30 ans. Avant, il allait en croisière. Maintenant, il fait un voyage. Il veut vivre une expérience. Et donc, l'expérience commence au seuil de sa porte et elle termine au seuil de sa porte. Et donc, ça nous a forcé, en fait, nous, croisiéristes, à nous organiser sur du tour operating, door to door. Et donc, quelque part, à s'appuyer, puisque on parlait d'agents de voyage, le sujet principal, je pense, pour nous tous autour de la table, c'est d'expliquer que notre développement se fera via les agents de voyage ou ne se fera pas. Parce qu'en fait, on a beau avoir de l'internet, on a beau avoir tout ça, de la désintermédiation, à la fin, en tout cas sur des produits components qui sont très complexes à expliquer, ou plus généralement sur des marchés d'offres, il faut savoir expliquer l'offre, puisque c'est pas la demande qui draine ça, comme j'ai dit précédemment. Donc du coup, il faut des gens, des intermédiaires, comme les agents de voyage, pour expliquer ce que c'est que cette offre, les différenciations, les différents types d'offres qui peuvent exister sur le marché. Donc, notre développement à tous, en particulier Ponant, mais je pense tout le monde, se fera via les agents de voyage, ou ne se fera pas. Tout le monde n'a pas la même stratégie, j'ai envie de dire, mais moi, la tienne, tu l'exprimes, mais nous sommes comme vous. Donc nous, enfin, pour un peu d'autres raisons. Si on est autour de cette table pour les agents de voyage, c'est aussi... Oui, bien sûr. Non, mais chacun a une stratégie. Part de marché, les agences de alors voyage. nous, c'est plus de 90% des ventes se font via agence de voyage. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est très atypique, parce qu'aujourd'hui, on est un peu un drôle de vieux canard, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais c'est intéressant. C'est pour ça que le village des Théo, c'est typiquement quelque chose de très fédérateur. C'est pas la première année qu'il existe, ça fait 4 ans je crois. Village de la Croisière. Village de la Croisière, excusez-moi. Théo, c'est la 3e année. Théo, ça fait longtemps. Depuis que... Pas si longtemps. Excusez-moi le lapsus, mais effectivement, c'est exactement, c'est qu'on est maintenant quasi plus gros, aussi gros que... presque à la même taille déjà. Donc ce village-là des croisiéristes, il existe depuis 3 ans. Pour justement faire en sorte que... parce que notre vrai combat, c'est pas entre nous, clairement. C'est vraiment d'aller convaincre les agents de voyage de penser à la croisière au bon moment lors de l'acte de vente. D'accord. Et donc le tour opérating... Et juste je termine sur le tour operating, parce que c'était la question initiale. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Ta proportion d'agences de voyage qui réservent chez Ponant, immense c'est majorité. Alors, immense majorité. Après, donc plus de 50%. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc en fait, le tour operating, aujourd'hui, c'est un axe de développement pour les croisiéristes, Ponant en particulier. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous. Nous, on rémunère, mais je pense que vous aussi, on rémunère sur les prêts, les postes, les excursions, tout ce qui est vendu. Tout ce qui est vendu comme un tour opérateur. Et rémunéré. Au même niveau, voire même supérieur, parce que souvent les croisiéristes ont tendance à rémunérer un peu plus que les tours opérateurs. C'est-à-dire, vous êtes à quel taux de commission ? En général, 2-3 points au-dessus. Alors c'est variable suivant les ça volumes. dépend le réseau, donc on a fait le un volume, équilibre, etc. c'est par les réseaux. Mais c'est vrai qu'on a une commission qui va entre 10%, c'est la commission de base, et qui peut monter jusqu'à plus de 15% pour vraiment les acteurs qui ont un plan d'action qui supportent. Ensuite, comme tu disais, alors on est encore, c'est rare, mais on commissionne l'aérien à 10%. Et puis sur toutes les prestations qui sont achetées idem, et toutes les prestations, excursions et tout qu'on peut acheter avant de partir en croisière, que l'agence peut gérer, on commissionne. 5%, d'accord, mais tout ce qui est bon à prendre, on commissionne tout en tout cas. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant dans cette écosphère qui tend à réduire quand même les taux de commission pour les agences de voyage. Là, elles ont quand même la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent que de vendre n'importe quel produit différent. Pour une agence de voyage, que non seulement la rémunération est bonne, mais la satisfaction client derrière, elle est extrêmement élevée, et le taux de repeater va de même, et que au final, le nombre de litiges qu'il peut y avoir si le produit a bien été conseillé est nul. Il est nul. Donc, pour les agences de voyage, c'est une garantie. Le tour operating qui a été développé par les différents croisiéristes permet de vendre mieux. Parce qu'en fait, le client, il veut une expérience. Donc, si on lui dit, attends, tout est pris en compte, c'est une IMO de Ponant qui vient te chercher, qui t'emmène, machin, le vol, machin, il y a un accueil, machin. Tout ça, le client, il est rassuré. Donc, l'acte de vente de la croisière pure est décuplé. Donc c'est aussi pour ça, parce qu'il y a une demande client, que les croisiéristes se transforment en tour opérateur petit à petit et finalement gagnent des parts de marché.
C'est vrai que c'était une longue bataille parce qu'au départ, l'agent de voyage a toujours aperçu dans le temps la croisière comme un produit un peu marginal. Ouais. On attendra que le client nous le demande. Et aujourd'hui, franchement, je pense que le message, il est passé. Alors, toutes les agences ne le font pas encore. Toutes les agences ne le font pas encore. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, toutes les bonnes agences de voyage, en tout cas, ont réalisé que la croisière, c'est incontournable. S'ils ne vendent pas de la croisière, il ferait mieux de faire autre chose. Oui, mais l'emphase n'est pas forcément... Il y a des agences... Mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a entre des agences, des moins bons, mais... sur une même zone de chalandise, entre des agences qui sont très, très CLIA, croisiéristes, etc., peuvent faire 3 fois plus, 4 fois plus de ventes qu'une autre agence qui a le même zone de chalandise, mais qui simplement n'est pas formée, n'est pas incentivée, ne veut pas s'impliquer. Ça change tout. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Je fais juste un complément par rapport à ce que disaient Hervé et Patrick, c'est que bien souvent, les premiers objecteurs du produit croisière, parfois, sont les distributeurs eux-mêmes. On arrive encore à avoir des objections qu'on retrouvait il y a 20, 25 ans, 30 ans dans le milieu de la croisière. C'est vieux, c'est cher, c'est pas pour vous, etc. Encore aujourd'hui, malheureusement, dans un certain nombre d'agences et d'agents de voyage qui ont peine à trouver leur marque, justement, dans le produit croisière. Donc, par méconnaissance, absolument. Et c'est là où, effectivement, nous, tous ensemble, puisque notre rôle est de fédérer l'ensemble, ou d'essayer de fédérer, en tout cas, l'ensemble de la profession, pas seulement les compagnies, puisque les compagnies ont compris qu'en étant fédérées, et nous-mêmes, en tant que clients, on était beaucoup plus forts pour justement faire porter sa voix. En revanche, effectivement, là, aujourd'hui, on a créé notre communauté d'agents de voyage, notre communauté d'experts croisières, via un pack d'adhésion, entre guillemets, dont on avait discuté depuis de nombreuses années dans nos réunions internes, qui inclut, outre, tu en parlais tout à l'heure, l'opération J'aime la croisière, qui a pour but de mettre en avant la croisière 2 fois par an. Donc ça, c'est des promos ou des... Ça, ce sont des offres. Ou des promotions dans le bon sens du terme. Voilà. Avec une réduction pour surclassement, réduction, crédit à bord. Chaque compagnie est libre du choix de ses offres. Donc ça, c'est effectivement pour l'idée de mettre la croisière et de mettre en avant l'agence de voyage qui participe à J'aime la croisière en avant dans sa zone de chalandise, en disant moi je suis capable de vendre la croisière et je la vends. Et parallèlement, ce pack adhésion leur ouvre la possibilité à notre e-learning qui leur permet d'être certifiés experts croisière et d'avoir une labellisation qui les identifie comme sachant vendre la diversité de l'industrie de la croisière. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Et le but, c'est effectivement, dans nos communications aujourd'hui, qu'elles soient B2B ou B2C, de mettre en avant ces experts croisières, ces agences membres, en disant aux clients, choisissez de préférence une agence qui sait, bien sûr, toutes les agences peuvent vendre de la croisière, mais celles qui sont membres chez nous ont été formées et disposent d'une plus grande vue sur la diversité du panel de croisières qui existe. Bon, malheureusement, on pourrait là aussi passer une croisière autour de la table dédiée à ce monde extraordinaire que je découvre. Vous, les agents de voyage, vous avez vraiment tout intérêt à vendre ce produit qui est sublime. Je pense, et je regarde la régie et le directeur de publication, qu'on refera une table dédiée à la croisière parce qu'on n'a fait qu'effleurer le sujet. Merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain. Merci Maria. Merci.